Sur la première, 7h36, on va parler de la France. La France qui s'apprête à entrer dans l'ère Macron. Est-elle gouvernable aujourd'hui, cette France, alors que plus du tiers de sa population a dit sa colère dans les urnes, colère qu'on a pu voir dans la progression de l'extrême droite, notamment, qui confirme son ancrage profond dans le paysage politique. Colère qui a aussi été visible à travers l'abstention record de plus de 25%, ainsi qu'un nombre historique de votes blancs et de votes nuls. Notre invité ce matin est le démographe Hervé Lebras. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h. On vous connaît bien, vous êtes donc démographe, mais aussi historien. Hervé Lebras, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de beaucoup d'ouvrages, notamment L'âge des migrations et Le malaise dans l'identité en cette année 2017. Vous avez aussi coécrit certains ouvrages avec votre compère Emmanuel Todd, qu'on a aussi reçu sur cette antenne. Alors on va parler de cette France de 2017 qui s'ouvre à l'ère Macron, ou qui s'ouvre ou pas. On entendait pas mal de résistance dans nos différentes éditions ce matin. Vous avez passé au crible la cartographie de la France, Hervé Lebras, pour ces élections présidentielles. Et ce qui en ressort, c'est une France divisée en fonction des inégalités sociales, en fonction des régions aussi. Le vote Macron, c'est un vote essentiellement urbain. Comment M. Macron pourra-t-il gouverner et surtout rassembler avec de telles inégalités ? Il est vrai qu'il faudra qu'il s'attaque à ces inégalités qui, au fond, sont longtemps restées, non pas inaperçues, mais secondaires dans l'action gouvernementale, parce qu'il y a ce que vous connaissez moins que nous. Il y a en France cette idée de l'égalité absolue de tous sur tous les territoires. Et donc l'idée qu'on ne fait pas de réforme spécifique à tel ou tel territoire. On fait ces réformes pour toute la France. Or, ce qu'a montré la récente élection, c'est que les écarts entre les territoires se sont creusés. Ils s'étaient déjà creusés économiquement, mais ils se sont creusés maintenant politiquement. Donc Macron sera confronté à un problème qui finalement n'était pas dans son programme, oui, et qui n'est pas non plus dans le programme de ses adversaires. C'est ce que j'allais dire. Son programme apparaît comme très large et ne laisse que peu de place aux différences régionales. Il va y avoir dès le départ un problème de gouvernance, non ? Alors il a quand même pris la mesure de différences, non pas régionales, mais je dirais plutôt locales, pour les questions d'éducation, qui sont très importantes. Et une de ces mesures phares, c'est de renforcer l'éducation primaire dans ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles. C'était les quartiers pauvres des grandes villes. Donc il a le sentiment quand même qu'il y a certaines urgences au niveau local, mais au niveau plus large régional, qui est vraiment la fracture qui divise la France, actuellement, rien n'est prévu dans son programme. Ce qui est assez inquiétant, non ? On peut reprendre la formule, alors est-ce que vous la reprendriez à votre compte d'Emmanuel Todd, que je citais, avec lequel vous avez beaucoup travaillé, qui disait juste avant le second tour, entre deux mots, je n'en choisis aucun, entre Madame Le Pen et Macron, et c'était pire que ça, la façon dont il l'exprimait. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, absolument pas, parce que je pense que c'est pas du tout. On peut pas mettre dans le même sac Macron et Le Pen. De la même manière, on peut déjà pas mettre dans le même sac Macron et plutôt Mélenchon et Le Pen. Il y a cette idée que les extrêmes se touchent, une idée qui nous vient de ce qui s'est passé sous la fin de la République de Weimar. Mais les deux extrêmes sont déjà assez différents. C'est d'ailleurs ce qui rend les choses plus faciles. Quand vous voyez des manifestants dans la rue comme hier, c'est pas des manifestants d'extrême droite, c'est des manifestants d'extrême gauche. Oui. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas, à mon avis, la situation est gérable. Ce que dit mon ami Emmanuel, et je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point, mais on a souvent eu des désaccords, là par contre me paraît complètement faux. Il me semble qu'au contraire, Macron apporte une solution à un problème français grave qui montait déjà depuis plusieurs années, qui est l'isolement de sa classe politique. C'était déjà il y a longtemps, du temps de Raymond Barre. Raymond Barre avait employé la formule le microcosme pour désigner le monde politique. Et ce microcosme n'a fait que se microniser, si
si on peut dire, devenir de plus en plus étroit et de plus en plus fermé. Et avec Macron, il y a une solution pour ouvrir au fond la société politique qui gère la France. Et je crois que c'est déjà quelque chose de très important et qu'il a commencé dans son fameux mouvement En Marche à justement mettre en marche. Après s'être micronisé, on se macronise. Bon, voilà, on peut jouer sur les mots. Cela dit, peut-il réussir là où d'autres ont échoué? Comment la France doit-elle se réorganiser concrètement pour mieux prendre en compte ces différences entre ville et campagne, entre pauvres et riches? Qu'est-ce qu'il devrait faire en priorité? Il y a certainement la question des services publics qui est posée. De toute façon, c'est des réformes de long terme, puisque il y a une partie du malaise qui est un malaise d'ordre économique. Si vous prenez la géographie du Front National, c'est une géographie des régions qui ont le plus fort chômage, qui ont le plus de jeunes sans formation, qui ont le plus de pauvreté. Donc là, des mesures assez générales peuvent être particularisées à ces régions. Il doit s'attaquer à ces régions priorité? À mon avis, il doit considérer le problème, mais ce qui est en train de monter, ce qui a le plus monté depuis 2012, c'est l'écart entre les métropoles et ce qu'on appelle la périphérie. C'est un peu continu, mais si vous prenez au second tour les communes ou les villages de moins de 1000 habitants, ils ont à peine donné leur majorité à Macron, tandis que Paris a donné 90%, Lyon 80%. Donc là, il y a une fracture qui est d'un ordre différent du social, qui est une fracture qui touche des questions d'accès à la gouvernance, d'accès aux décisions, au fond, des questions d'accès au monde, plus généralement. Les personnes qui sont maintenant, curieusement, dans des villages assez éloignés ou dans des zones périphériques, se sentent, elles le disent, se sentent oubliées. Il faut voir, ce ne sont pas les plus pauvres, ce ne sont pas non plus les endroits où le chômage est le plus important. C'est quelque chose d'autre qui est, au fond, un peu plus existentiel. Et là, le travail sera difficile, parce que ça passe par des réformes qui portent sur les infrastructures, notamment, mais sur la participation. Au fond, Macron a déjà fait un geste dans cette direction avec, dans sa loi, la création de lignes d'autocars qui permettent de voyager à faible coût. C'est typiquement une bonne mesure pour désenclaver les régions périphériques. Au point qu'on y pense aussi en Suisse, d'ailleurs. Mais bon, cela dit, quand on pense autocar, on se dit que c'est pas très... Alors, c'est probablement un bon marché, c'est probablement un transport public assez fluide, mais pas très écolo, non? Revenir à des autocars alors que les chemins de fer existent depuis plus de 150 ans. On pourrait voir aussi avec cet esprit chagrin, non? Oui, on ne fait, comment dire, je pense que le proverbe est le même en Suisse, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Là, de ce point de vue-là, ceci dit, c'est pas, je dirais, quand on compare le bénéfice de permettre à, justement, par exemple, des jeunes chômeurs de circuler pour de très peu cher, donc d'aller à la recherche d'emploi, est supérieur au fait d'envoyer un peu de CO2 dans l'atmosphère, et puis peut-être qu'il y aura une loi qui obligera ces autocars à être électriques. C'est possible. Hervé Lebras, on entendait tout à l'heure un militant libertaire, anarchiste, mais j'ai retenu la formule, c'est pour ça que je vous la soumets. Vous disiez, Macron est hors du microcosme politique. Dire c'est pas un président qu'on a élu, c'est un PDG de la France. Est-ce que c'est ça ? Non, c'est tout à fait, c'est une caricature. Quand on prend le parcours de Macron, si vous voulez, il a 39 ans, il a commencé à travailler dès 21 ans, ça fait déjà 18 ans, il y a 4 ans passés dans une banque, et je trouve que heureusement d'ailleurs qu'il a passé du temps dans une banque, parce que c'est avec les banquiers qu'il va falloir négocier, et un ancien banquier, c'est ce qu'il y a de mieux pour négocier avec des banquiers, puis tout le reste, les 14 autres années de sa vie professionnelle, il les a passées soit au service de l'État,
d'État, soit à faire de la philosophie avec Paul Ricoeur. Je trouve que c'est un parcours qui justement est beaucoup plus varié que le parcours de la plupart de nos hommes politiques français. Quand vous prenez Hollande, quand vous prenez Fabius, quand vous prenez Fillon, quand vous prenez même Madame Le Pen ou son père, c'est des gens qui ont fait de la politique toute leur vie, qui ne savent rien faire d'autre que de la politique. Quand vous prenez Macron, il a montré qu'il pouvait faire beaucoup d'autres choses, et peut-être d'ailleurs il fera d'autres choses par la suite. Donc c'est une caricature de l'extrême gauche de dire c'est un PDG. Il n'a jamais été un PDG. Il a à la banque Rothschild même, c'est le mot Rothschild qui les fait hurler. Oui. Et on peut se demander s'il n'y a pas une vieille trace d'antisémitisme derrière. Réflexion entendue par-ci, par-là ces derniers jours. Vous pensez qu'il y en a de traces d'antisémitisme derrière ce qu'on a pu lui reprocher ? Il reste une trace d'antisémitisme dans la société française, et à l'extrême gauche, il faut se souvenir qu'il y a eu des relations entre l'extrême gauche et l'extrême droite du point de vue idéologique à la fin des années 70. C'est une affaire qu'on appelle l'affaire de la vieille taupe, où une librairie d'extrême gauche a publié des textes à résonance antisémite. Donc il reste quelque chose là-dedans. Et je voulais dire à propos du passage de Macron, je ne suis pas son défenseur, mais j'essaye de regarder les choses comme elles sont, que quand il a passé à la banque Rothschild, il a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il a fait des négociations. Il a cherché à rapprocher des entreprises entre elles, parce que c'est un homme de synthèse, et il avait, disons, un peu plus tôt appris au fond, ou exercer une première fois très bien cette synthèse en étant le rapporteur général de la commission Attali. Ça serait beaucoup mieux de le désigner comme monsieur le rapporteur général plutôt que comme un PDG. C'est une caricature, et ça augure mal de la suite, parce qu'il vaut mieux avoir au fond en face de soi des personnes qui connaissent à peu près la situation les uns des autres. Et je trouve que de ce point de vue-là aussi, Macron aura une certaine objectivité. Ce que vous me rapportez de l'extrême gauche, c'est du même tabac que ce que j'ai vu dans le débat Le Pen-Macron. Les insinuations, les attaques de Le Pen, ça ne permet aucune discussion, ni aucune synthèse. Et Macron est un homme de synthèse. Ni celle de l'extrême gauche. D'ailleurs, on a beaucoup parlé des votes blancs, hein, beaucoup plus nombreux que d'habitude pour le deuxième tour. Hervé Lebras, est-ce que ça, il faut y voir un effet Mélenchon ? Alors, j'ai regardé de près, parce que, au fond, une de mes grandes activités, c'est de faire des cartographies, et des cartographies fines, justement. Et dès hier, je me suis mis au travail, et j'ai été surpris du résultat, c'est-à-dire que c'est un effet d'abord à la fois Mélenchon et Fillon. C'est une partie de la droite n'a pas voulu voter. On le voit très bien, d'ailleurs, le département de Fillon, la Sarthe, a un record de bulletins blancs ou nuls. Mais il y a une chose plus intéressante, c'est de voir, au fond, la géographie des reports. On peut l'approcher, et quand on a fait cette approche, on s'aperçoit que les reports vers Macron ont été d'autant plus importants que c'était des régions qui avaient voté oui au référendum sur l'Europe. Autrement dit, la question européenne s'est imposée en fin de parcours, et elle s'est imposée en faveur de Macron. Oui, parce qu'on a beaucoup dit que c'était une de ses priorités. Lui-même, c'est délicat toujours d'en faire une priorité quand on est en France, et encore pire en Suisse, bien évidemment. Cela dit, on sait qu'il est un pro-européen convaincu. Qu'est-ce qui va pouvoir changer dans les relations entre la France et l'Union européenne ? D'ailleurs, on ne devrait pas poser la question comme ça, est-ce qu'il va pouvoir y parvenir ? À changer ces relations? Oui, je pense qu'il peut changer quelque chose. Bien sûr, on ne va pas bouleverser l'Europe, mais la première chose, bien sûr, et c'est sa première visite d'ailleurs, c'est avec l'Allemagne. Donc, oui. Il va d'abord chercher un accord avec l'Allemagne, même si Merkel est un peu réticente. Il va chercher un accord sur des changements à apporter à la gouvernance de l'Europe, et notamment, je pense, se diriger vers une homogénéisation, par exemple,
exemple des prélèvements sur les sociétés ou bien sur des questions de droit social. Il est assez disposé à cela. Il l'est d'autant plus que la situation est bonne, parce qu'avec le Brexit, avec ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, l'Europe est très secouée. Elle a besoin de trouver un nouveau souffle. Donc, je suis plutôt optimiste sur cet aspect-là des choses, mais ça sera pas facile. Il est possible aussi qu'on revienne à une Europe à deux vitesses. C'est une des façons de prendre des décisions plus rapidement. Donc, on retrouve les 6 pays initiaux, plus sans doute, je dirais, l'Irlande, l'Espagne, le Danemark, par exemple. On a prêté effectivement cette volonté à Madame Merkel. Est-ce que M. Macron, le cas échéant, en sera aussi le défenseur de cette Europe à deux vitesses, Hervé Lebras ? Oui, là, j'ai pas de lumière et il n'y a rien dans son programme qui l'indique vraiment, mais il risque d'en être défenseur pour des raisons d'efficacité. Je crois que c'est essentiellement cela, en évitant de heurter ceux qui seront dans la deuxième vitesse, bien sûr. Des questions de nom, mais elles sont très importantes aussi. La force du symbole. Son parti a changé de nom hier, il devient La République en marche. Est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous ? Oui, là, il applique une stratégie qu'on a vue à plusieurs moments, qui est de récupérer au fond des symboles qu'avait accaparé le Front National. Dès le début de la campagne du second tour, il a utilisé le mot patriote. Si vous avez regardé les images de la cour du Louvre où il fêtait sa réussite, son succès, vous avez vu que c'était une marée de drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc, ça fait partie de sa récupération. Hein. Oui, c'est habile et simplement ça a des limites aussi. Il faut peut-être pas aller trop loin parce que la limite concerne les questions d'immigration, d'intégration, mais il est particulièrement clair sur ces points, donc j'ai pas trop d'inquiétude. Alors, sa jeunesse, la jeunesse d'Emmanuel Macron ne fait pas tout. On rappelle que le nouveau président français a 39 ans. Mais elle est le révélateur d'une nouvelle génération de politiciens. C'est à lire dans la presse aujourd'hui, la presse suisse, Esther Coco. 39 ans et déjà président, un cas presque unique en France. Charles de Gaulle avait 69 ans, Jacques Chirac 63 ans et François Hollande 58 ans. En Grande-Bretagne, Tony Blair et David Cameron étaient eux âgés de 44 ans quand ils sont arrivés au pouvoir. Mais c'est sans doute une tendance durable aux yeux du politologue Lukas Golder, interrogé dans l'Aargauer Zeitung. Grâce à la numérisation, aux réseaux sociaux, les jeunes peuvent plus facilement accéder au sommet de la politique. Et c'est tant mieux, car les jeunes élus encouragent aussi la jeune génération à voter. Mais leur difficulté, encore aujourd'hui, c'est ensuite de fédérer leurs aînés autour d'eux. L'idéal en politique, c'est donc un équilibre des âges et des sexes, ce qui permet de s'adresser à l'ensemble de la population. Le journal s'intéresse aussi à la Suisse, où Alain Berset et Ruth Metzler sont arrivés très jeunes au Conseil fédéral. Ils avaient moins de 40 ans, tandis qu'au Parlement, un élu sur 2 a plus de 60 ans. Alors, Hervé Lebras, la jeunesse d'Emmanuel Macron, il l'a pas trop mise en avant, d'ailleurs, c'est plutôt les médias qui l'ont fait. Est-ce qu'elle va être un atout ? Et puis, on peut voir ça aussi comme ça, c'est un jeune entouré de personnes plus vieilles que lui. Hein. On sait que Jacques Attali, Alain Minc, qu'Henri Herman, le fameux homme d'affaires décédé l'an passé, ont été ses mentors. David de Rothschild aussi. C'est ça, c'est un jeune entouré de plus vieux, Emmanuel Macron ? Vous pourriez citer sa femme aussi, d'ailleurs. Oui, j'ai eu l'élégance de ne pas le faire, mais au fond, on pourrait le faire, oui. Oui, il est entouré, mais il n'est pas à leur service, très clairement. Il est très autonome. Et il bénéficie en France d'une loi récente, qui est la loi sur les cumuls, qui oblige à un renouvellement assez important au minimum des députés. Donc, il arrive dans une période favorable. Et justement, il est dans ce mouvement plus général de rejet du corps politique actuel. Donc là-dedans, je pense qu'il trouvera facilement son chemin. Quant au conseil des personnes plus âgées, je crois que, à juste titre, il s'en méfie. 39 ans, c'est pas la jeunesse. Souvenez-vous de ce livre de Honoré de Balzac, La femme de 30 ans. La femme de 30 ans est considérée comme une vieille femme par c'était à l'époque, monsieur de Balzac. Donc, il faut relativiser. On a eu William Pitt, qui a été Premier ministre
ministre anglais au début du 19e siècle. Je crois qu'il avait 21 ans quand il a commencé. Donc, bon, il a déjà de la bouteille. Hein. Ouais. Mais on va l'oublier assez vite, sa jeunesse. Vous pensez qu'on n'en tiendra plus compte ? Oui, on va l'oublier parce qu'on va le voir à l'œuvre, parce qu'autant c'est un homme de synthèse. Si j'en parle un petit peu, c'est que j'étais membre de la commission Attali, donc je l'ai vu à l'œuvre pendant plus d'un an. On avait une séance par semaine. C'est un homme de synthèse, mais à la différence de Hollande, c'est un homme qui décide très rapidement. Il a une écoute, il essaye de rapprocher les partis, et puis soudain, il décide. Et ça, c'est peut-être cette fois-là un avantage de la jeunesse, je dirais, c'est de ne pas trop tergiverser, de ne pas trop voir le pour et le contre. Il y a un moment où il faut se lancer, et il sait se lancer. Vous étiez avec lui dans la commission Attali. Vous êtes toujours en contact avec M. Macron. Vous avez peut-être eu des contacts depuis son élection, Hervé Lebras ? On s'est croisés plusieurs fois, mais disons que à partir du moment où la commission Attali était terminée, il y a eu une seconde commission Attali plus courte où il était encore présent. Et puis, il a eu d'autres fonctions, donc il m'est arrivé de le croiser, mais je n'ai pas de contact particulier avec lui. Je n'étais pas de son équipe. Alors, deuxième sujet, la presse se penche ce matin, la presse romande, sur la mue annoncée du Front National, justement. Une mue qui ne va pas sans résistance, explique la Tribune de Genève et 24 heures, car le Front National est divisé en deux principales tendances. La première, incarnée par Marine Le Pen et son vice-président Florian Philippot, ancrée dans le nord et l'est de la France, avec un propos social, étatique, souverainiste et s'adresse à l'électorat ouvrier. La deuxième est ancrée plutôt au sud et auprès des commerçants ou des artisans, des nostalgiques de l'Algérie française. Elle est représentée par la nièce, Marion Maréchal Le Pen, et elle met l'accent sur l'identité nationale, le catholicisme conservateur et intégriste, et défend aussi une conception libérale de l'économie. Il s'agira donc de trouver un équilibre entre ces deux forces si le parti veut exercer des fonctions gouvernementales et asseoir sa position dans le paysage politique français recomposé. Pareille assise passera par des alliances et, pour les trouver, par des changements. Une mue qui est indispensable, dit un proche de Marine Le Pen dans l'Express et l'Impartial, qui reprennent le Figaro. On ne peut pas sortir d'une élection qui est à la fois une défaite et à la fois un record en nombre de voix et rester sur un modèle de parti vieux de plusieurs années. En une minute, Hervé Lebras, est-ce que vous voyez le Front National capable de cette mue-là, de réconcilier ce qui fait sa tendance au nord et celle du sud? Enfin, c'est Marion Maréchal contre sa tante. Est-ce qu'on va pouvoir rassembler les bouts? C'est plus que le nord contre le sud, hein, ça a bien été dit par votre correspondant. C'est une tendance qui est d'ordre plutôt social et une tendance qui est d'ordre plutôt moral. Et là, je pense que ça sera très difficile parce que l'histoire de l'extrême droite française, c'est quand même l'histoire d'une incapacité à fédérer ces tendances, de même qu'une incapacité à fédérer des tendances païennes qui étaient importantes du temps du père Le Pen et des tendances de catholicisme intégrisme, c'est l'eau et le feu. L'extrême droite française, qui était très forte dans l'entre-deux-guerres, n'est jamais arrivée à constituer un parti ni à se fédérer. C'est un peu, au fond, la recette miracle qu'avait trouvée Le Pen, mais Le Pen venait du poujadisme, qui était un mouvement de contestation des artisans, des petits entrepreneurs, qui permettait, d'une certaine manière, la synthèse entre ces tendances antagonistes, et maintenant c'est fini. Elles sont à nu, et il faut bien le dire qu'il y a un échec de Madame Le Pen à la dernière élection. Elle était déjà créditée de 30% des intentions de vote au début de la campagne. Elle est tombée à 21%. Elle était créditée au moins au second tour de 40%. Elle est tombée à un peu moins de 34%. Donc il va y avoir des remous assez forts dans le parti de l'extrême droite. Merci beaucoup Hervé Lebras. Vous êtes démographe et historien. On rappelle vos deux derniers ouvrages. L'âge des migrations et le malaise dans l'identité. Vous étiez notre invité à Paris ce matin. Merci beaucoup et excellente journée. Merci à vous aussi pour cette interview.